Yo, y'all know what time it is. Hey, we about to do it, y'all. Come on, hey, y'all know what time it is. Hey, cause we gon' move it, y'all. Hey, it's the best, yo. The best feel, the moment. Alors, si c'était pas trop long les discours, moi je suis assez indulgent avec les discours longs parce que je me dis que c'est des gens qui ont besoin de s'entraîner. Là c'était court. Donc, bonsoir, je suis Franck Janin, bienvenue chez AlgoSup, dans les locaux d'AlgoSup. Je vais présenter l'école en 2 petites secondes. On est une école d'informatique dite nouvelle génération. Qu'est-ce que ça veut dire nouvelle génération? Ça veut dire à la fois qu'on s'adresse à une nouvelle génération d'élèves qui n'ont pas les mêmes attentes que leurs aînés. Et puis on a aussi une nouvelle façon de faire dans la pédagogie. On est peut-être plus à l'anglo-saxonne, beaucoup plus pragmatique. Il se trouve qu'on ne vient pas du monde de l'éducation, qu'on vient du monde des logiciels et des startups. Ceci explique peut-être cela. Donc, AlgoSup a été cofondé par Eric Archevêque, Natacha Boez et moi-même. Et donc, on propose à des bacheliers de venir étudier pendant 5 ans chez nous pour former des grands professionnels de la tech. Alors, la tech, ça veut dire quoi? Ça veut dire le logiciel. On fait du développement logiciel et personnel parce qu'on considère que les savoir-être, les soft skills dans notre jargon, c'est peut-être plus important que les connaissances techniques et que c'est ça qui fera la différence en entreprise. À partir de cette année, on va aussi ouvrir un executive programme, donc un programme qui s'adresse à des professionnels et qui pourront venir sur place assister à des interventions de nos profs qui viennent du monde entier sur des sujets très pointus. Le 4 novembre, par exemple, on va, avec un prof grec, on va faire du gaming, en tout cas de la gamification et du serious game, c'est-à-dire utiliser les choses qui fonctionnent bien dans les jeux vidéo pour rendre vos applicatifs plus addictifs, plus intéressants. Donc voilà, c'est le type de choses qu'on va proposer. Alors malheureusement, c'est tout en anglais, parce que nous, on fait tout en anglais. Mais... Donc ce soir, je vous propose qu'on ait une vision positive de l'IA générative en particulier. Donc on va voir le verre à moitié plein. Moi, avant, j'étais pessimiste, mais quand on est pessimiste, on se prépare au pire, et en général, le pire n'arrive pas. Donc finalement, ça m'a rendu optimiste. Donc on va avoir cette approche plutôt, cette lecture plutôt optimiste de l'IA, même s'il y aurait beaucoup à dire sur certains risques ou certains travers. Et je vous propose de commencer par un petit match humain-machine. On va voir qui gagne. Alors, regardez bien cette photo, cette image, elle est importante. C'est la première image qui a gagné une compétition réputée, sérieuse, d'images générées par l'intelligence artificielle. Donc effectivement, cette image, elle est intéressante, intrigante, elle interpelle. Manque de peau, 3 mois plus tard, elle a été disqualifiée parce qu'en fait, c'est une vraie photo. Le photographe qui a soumis ça et souhaitait interpeller. Donc ça a marché. C'est une vraie photo. Je me suis dit, tiens, qu'est-ce qu'aurait fait l'IA à sa place? Et donc j'ai demandé à ChatGPT de me décrire cette image, ou plus précisément de me créer un prompt, c'est-à-dire les instructions qui permettraient à une IA de recréer cette image. Il m'a fait un truc qui est finalement pas mal. Il a reconnu que c'était un flamant rose, il a vu qu'il y avait une plage, il a vu qu'il avait sa tête cachée dans les plumes, etc. Une description assez complète. Enfin, franchement, c'est pas mal. Il a vu pas mal de choses. Donc, on peut imaginer que ça va nous permettre de générer une image qui va ressembler pas mal à l'original. Ouais, alors, il y a de l'idée, hein, c'est moins... ça interpelle moins comme image. Enfin, on comprend la logique, les ingrédients sont là. Bon, c'est une image. Ok. Bon, je me suis dit, c'est peut-être que ChatGPT n'est pas très doué pour donner des instructions à ChatGPT. Je vais le faire moi-même. Donc j'ai préparé un prompt. Donc j'ai demandé une photo grand angle, parce que je trouve qu'on est plutôt loin du truc. D'un bébé flamant rose, alors j'aurais pu dire juvénile de flamant rose, mais ça aurait peut-être mieux marché, mais bon. De dos, et puis dont on ne voit pas du tout la tête, parce qu'elle est complètement cachée dans les plumes. Ça me paraissait la description la plus courte, la plus pertinente de l'image en question. Alors là, c'est plus de ChatGPT, j'ai essayé plusieurs outils, mais c'est pas... c'est pour ça que j'aurais peut-être pas dû dire bébé flamant rose, peut-être que juvénile de flamant rose, ça aurait mieux marché. Donc il y a des ingrédients, hein, il y a des trucs, mais bon, voilà.
Donc sur ce coup-là, je vous propose qu'on donne 1 point aux humains et 0 aux machines. La créativité, c'est pas encore tout à fait leur truc. Ça progresse. Hein. Tout ce que je vous dis là est sujet à être périmé très très vite. Hein. Mais à l'instant T, c'est pas tout à fait ça. Ensuite, alors, bon, je devais intervenir à la fête de l'UMA, finalement ça s'est pas fait, mais j'ai recyclé une partie de la présentation. Je me suis dit qu'il me fallait un sujet un peu compliqué pour tester l'IA. J'ai repensé à cette chanson de Renaud, Mon HLM. HLM, c'est habitation loyer modéré, ça devrait être ma HLM, mais bon, il n'est pas là pour faire de la grammaire. À un moment, il dit, le voisin que tout le monde appelle le communiste, mais ça lui plaît pas bien, il dit qu'il est trotskiste. Ensuite, il enchaîne par « j'ai jamais bien compris la différence profonde ». Il pourrait m'expliquer, mais ça prendrait des plombes. Donc on n'a pas des plombes ce soir, mais est-ce que quelqu'un veut se lancer dans une définition comparée du communisme et du trotskisme? Là-bas, non. Ça vient, non? Bon, on va demander à ChatGPT. Hein. Peux-tu expliquer la différence entre communiste et trotskisme? Le communisme est une idéologie politique visant à abolir la propriété privée et instaurer une société sans classe, tandis que le trotskisme est une version du communisme développée par Léon Trotsky, prônant la révolution permanente et l'opposition au stalinisme. Franchement, c'est pas mal. Enfin, en tant qu'humain, si j'avais dû arriver à ça, en partant de zéro ou pas très loin, il aurait fallu que je lise pas mal de trucs. À minima, j'aurais lu Wikipédia sur le communisme et puis Wikipédia sur le trotskisme. Et puis après, j'aurais essayé de chercher les points communs, les différences. Enfin, franchement, côté connaissance, je crois qu'on peut donner les points à la machine. Enfin, côté érudition, on ne peut pas lutter. Hein. ChatGPT, il a tout lu, il a presque tout retenu. Donc voilà, sur du travail comme ça, de synthèse de documents, de rédaction, de trucs, franchement, ça marche bien. Bon, un truc où je me dis les humains ont peut-être quand même un avantage, c'est l'humour. Parce que bon, l'humour, c'est quand même très culturel, ça déclenche des émotions. Hein, la machine et les émotions, c'est pas encore tout à fait ça. Donc j'ai demandé à ChatGPT de m'inventer des blagues. Ouais, je vous ai pris la moins pire parmi une dizaine. Voilà. Donc la blague de ChatGPT, donc peux-tu m'inventer une blague complètement inédite, hein, parce qu'évidemment, il en a déjà lu des blagues, mais je ne veux pas qu'il me ressorte une blague qu'il a lue quelque part. Donc bien sûr, voici une blague inédite pour toi. Pourquoi les poissons n'utilisent jamais les réseaux sociaux? Parce qu'ils ont peur de se faire hameçonner. Phishing, machin. Bon, voilà, c'est la moins pire. Il y en avait qui étaient totalement incompréhensibles, il y en avait qui étaient... Alors, il y en avait une que j'aimais bien, c'était pourquoi est-ce que les plongeurs sous-marins sautent toujours en arrière? Parce que sinon ils tomberaient dans le bateau. Le gars qui écrit les blagues chez Carambar a peut-être des soucis à se faire. Mais pour les autres, je pense qu'on a quand même un peu de marge de manœuvre. Donc moi je mettrais le point aux humains. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais... Voilà. Donc c'est pas mal, on fait un peu la course en tête. Humain 2, machine 1. Après je me suis dit, il y a un sujet qui a quand même... un domaine où la machine a fait des progrès incroyables sur peut-être les 10 dernières années. La traduction automatique, ça existe depuis longtemps, mais on s'y prenait autrement depuis qu'on fait ça avec vraiment des langages, des modèles de langage larges, des LLM. Ça commence à super bien marcher. Donc je me suis dit, là, pour la piéger, il va falloir que je trouve un truc un peu subtil, quoi, parce que pour traduire, ouais, ok, traduire. Un truc un peu subtil. Donc je me suis rappelé d'un truc mémotechnique qu'utilisent les sexologues. Je ne sais pas s'il y a des sexologues dans la classe, dans la salle, pardon, dans la classe. Il y a des médecins, mais je ne sais pas, il n'y en a pas de sexologues. Les sexologues, ils disent le sexe c'est MMS. Donc à 20 ans, c'est matin, midi et soir. À 40 ans, c'est mardi, mercredi, samedi. À 60 ans, c'est mars, mai, septembre. Et à 80 ans, c'est mon meilleur souvenir. J'ai 54, hein, si vous voulez faire. Ça doit être les mardis du mois de mars. Donc j'ai utilisé plusieurs outils, dont DeepL, qui est réputé être le meilleur outil de traduction. Alors oui, ils traduisent, mais ils font tête baissée, ils ne reconnaissent pas l'acronyme, ils n'ont pas compris la subtilité, ils traduisent. Donc ils font un truc qui est une traduction littérale. Donc voilà. Donc c'est pas exactement ça qu'on espérait. On espérait qu'il aurait trouvé l'astuce. Alors peut-être que ça marche pas en anglais, mais peut-être qu'on aurait pu trouver d'autres mots qui marchaient. Bon. Alors on va quand même mettre un point partout parce que franchement, des textes simples,
ça marche hyper bien, ça fait gagner un temps fou, voilà. Mais des textes subtils, bah, vaut mieux qu'un humain jette un œil. Alors, il y a un truc aussi que moi je trouve intéressant, c'est la consommation énergétique des IA. Parce que nous, on a des millions d'années d'évolution, et finalement, on a un cerveau qui est hyper efficace. Enfin, pas tout le monde, mais globalement. Un cerveau, ça fait 20 watts, à peu près, quoi. Un cerveau, ça fait 20 watts. J'ai essayé de savoir combien consommer. Donc, les watts, c'est une unité de puissance, hein. Si on veut une quantité d'énergie, il faut parler de wattheure. Donc, 1 wattheure, c'est 1 watt pendant 1 heure. Okay. Donc, j'ai essayé de savoir, c'est pas très facile à estimer, j'ai essayé de savoir combien consommer, enfin, quelle était la quantité d'énergie nécessaire pour exécuter une requête ChatGPT. En moyenne, c'est à peu près 400 wattheures. Okay. Donc, le cerveau 20 watts, 400 wattheures, il faut utiliser son cerveau pendant 20 heures pour avoir consommé l'énergie d'une requête ChatGPT. Donc, sans aucun doute, en tant qu'humain, on est infiniment plus efficace que la machine. Et là, on parle que de la restitution, on parle que de la requête qui est exécutée. On a totalement éludé la partie entraînement des données, qui est hyper longue, hyper compliquée, qui se fait sur des quantités de données phénoménales, et donc qui consomme une énergie phénoménale. Là-dessus, on a des millions d'années d'évolution pour nous. On a une biologie qui est très efficace. Il se trouve que nous, on est analogique, c'est-à-dire on traite des quantités. La machine, elle traite des 0 et des 1. Et donc, elle sait pas, enfin, pour représenter des quantités, elle est obligée d'empiler plein de 0 et de 1. Alors, voilà, peut-être que la technologie va évoluer, qu'on fera des ordinateurs analogiques, hein, ça a déjà existé. Mais aujourd'hui, en termes d'efficacité énergétique, franchement, il n'y a pas photo. Donc, je donne le point à l'humain. Voilà la fin de notre petit match. C'est bien, on est quand même un petit peu en tête, mais il y a l'IA qui n'est pas loin derrière. Donc je voudrais conclure avec une blague qui est un peu éculée, mais si vous la connaissez déjà, vous pouvez rire quand même. C'est la blague des 2 touristes qui sont perdus dans la savane. Leur véhicule a tombé en panne. Ils se baladent, et puis la nuit tombe, et là ils commencent à entendre les lions rugir. Donc ils s'inquiètent un peu. Et à un moment, il y en a un qui prend son sac à dos, qui sort ses chaussures de sport et qui enfile ses chaussures de sport. L'autre, il lui dit, mais t'es complètement idiot, hein, tu vas jamais courir plus vite que le lion. Non, non, mais je vais courir plus vite que toi. Merci, c'est gentil. Donc, voilà, l'IA, c'est pas l'IA contre les humains. On ne courra jamais aussi vite que l'IA. Par contre, un humain qui utilise l'IA, il va courir beaucoup plus vite qu'un humain qui n'utilise pas l'IA. Donc, la conclusion de tout ça, c'est que vous ne pouvez pas ignorer ce sujet-là, vous êtes obligé de vous y intéresser. Et alors ça tombe bien parce qu'on a 3 invités qui s'y sont intéressés. Et on va pouvoir passer à la partie table ronde où vous allez voir 3 expériences complètement différentes autour de l'IA. Je veux bien qu'on commence par Vera, parce que Vera, je trouve que ton parcours est intéressant, parce que tu es une experte du café. Oui, c'est ça. Comment on passe du café à l'intelligence artificielle? Alors, il y a un très long chemin, mais je vais pas expliquer tout ça ce soir. Je suis experte en filière café. En 2016, je décide de créer, on va dire, une étude sur la valorisation des coproduits du café. Très vite, en 2019, 3 ans plus tard et 2800 pages plus tard, des scientifiques entendent parler de mon étude. En 2 semaines, je réunis AgroParisTech, Centrale Sup, l'ITC de Compiègne, l'Université de Reims-Champagne-Ardennes. On monte un consortium, on fait le plus grand projet jamais réalisé sur la valorisation des coproduits du café. Moi, j'ai un job, ça marche bien, je suis tranquille dans ma vie et je pense que en fait, je participe à une étude scientifique et que ça va s'arrêter là. Fin 2021, ils me disent « Vera, on a tout ce qu'il faut pour que tu crées ta start-up ». Le mot start-up est totalement étranger à ma vie. Pour moi, c'est des gens sur un skateboard dans la Silicon Valley, voilà, avec un baby-foot, etc. Donc, en l'espace de 2 semaines, je me décide, parce qu'un des scientifiques, qui est un des plus renommés en chimie verte, me dit « Si toi, tu pars dans cette start-up, alors je te suis ». En mars 2022, on crée donc une start-up qui s'appelait Vera. À la base, c'était valorisation, environnement, recherche, application. Le truc trop compliqué, ça rentrait même pas sur le truc du chéquier. Donc,
Et 2 ans plus tard, pour faire très vite, notre start-up, donc on extrait des molécules à haute valeur ajoutée du marc de café et on transforme son résidu en biomatériaux pour en faire une véritable alternative au plastique. Et comment l'IA est arrivée? Eh bien très vite, en fait, quand l'IA a commencé à pointer son nez, je suis quelqu'un de très curieuse et j'ai commencé à discuter avec ChatGPT. Et j'ai commencé à lui poser des questions sur les formulations que je confrontais à mon associé scientifique en lui disant « Mais t'as vu, il y a ça, il y a ça. » Il me dit « Arrête, ça c'est... Non, non, c'est pas possible, c'est de l'IA. » Et pourtant, au fur et à mesure, on commençait à se confronter à une certaine réalité que ce que j'allais chercher avec, on va dire une différenciation, puisque je ne suis pas scientifique. Donc j'allais chercher des points et des mots-clés que lui n'utilisait pas forcément dans la chimie verte. Et très vite, l'IA, en fait, apportait des informations qui nous étaient utiles et que l'on intégrait, autant sur la chimie qu'ensuite que sur les biomatériaux, beaucoup plus sur les biomatériaux, parce que la chimie verte c'est quand même relativement assez cadré, mais sur les matériaux, très vite on a apporté des réponses relativement très importantes, puisqu'on est en pleine scalabilité là, de notre entreprise. Et bien en fait l'IA, chaque jour en fait m'apporte une nouvelle information. C'est-à-dire que en fait, cette information, on ne va pas la prendre et on va l'appliquer. On va la confronter à ce que l'on sait déjà et elle va nous permettre en fait à avancer beaucoup plus rapidement. Voilà, c'est comme ça que l'IA... Et là, on parle de ChatGPT, donc une IA complètement généraliste, qui n'est absolument pas experte en café ou en chimie moléculaire ou quoi que ce soit. Et encore moins en... et malgré tout, ça produit des résultats ça produit voilà, des résultats intéressants. Voilà, tout à fait. Hervé, je crois que toi aussi, tu as une approche un peu empirique de l'IA, c'est-à-dire que tu as d'abord commencé à t'intéresser aux outils pour voir ce que ça pouvait faire pour toi. Est-ce que tu veux nous raconter un peu le cheminement? Ce qui est rigolo, c'est que moi j'ai créé un réseau de restaurateurs. Aujourd'hui, Bar Resto, ça regroupe 250 établissements de restauration, donc qui consomment du café et produisent du marc. Bon, ça s'arrêtera là, hein, comparaison. On en parlera après. On en parlera après. Moi, je n'ai absolument pas un esprit scientifique, mais pragmatique. Et à la base, j'ai un problème, c'est que j'ai de l'intuition d'une certaine manière pour créer des choses, mais j'ai énormément de mal à transcrire, à le mettre en mots. Donc, je m'intéresse aussi à plein de technologies, tout ça. Donc, la première, c'était de regarder. Dès que ChatGPT était accessible, je me suis créé un compte, j'ai commencé effectivement là aussi à échanger. En parallèle, dans le réseau, on a développé notre propre RP. Parce qu'on a créé un métier. Donc en créant un métier, le problème c'est qu'il n'y a pas d'outils. Donc tout de suite, là on est sur un modèle classique, hein, on collecte les données d'achat pour nos adhérents par l'EDI, car rien d'une technologie révolutionnaire, mais on se retrouve avec une quantité déjà impressionnante, 250 adhérents, 20 factures par jour ou 30 factures par jour de livraison multipliées par le nombre de semaines, et ça commence à faire énorme. Donc c'était comment, avec cette donnée, on pouvait en faire quelque chose d'intéressant pour négocier, juste pour mieux négocier les prix. Donc là, c'était déjà de regarder comment on pouvait traiter ces milliers et milliers de données pour dire Pareto, 20-80, des achats en scanné immédiatement de nos adhérents, et là on a amélioré la performance de négo 50%. Donc aujourd'hui, c'est rentré dans notre outil, c'est traité automatiquement, ça ressort pour les négociateurs, les données clés. Après, la deuxième partie, c'est plutôt lié à la stratégie. Donc, poser la stratégie sur quelques années, elle était dans la tête, échanger, et plus l'équipe a grandi, plus la difficulté, c'est de dire comment, à 5, 6, 7, ça va, à 10, 12, comment ça allait moins bien, et au-delà de 20, c'est juste pas possible. Et là, en 2 mois, on a écrit toute la stratégie, il y a 75 pages avec tout le plan stratégique, tout projeté, sur juillet et août, sachant qu'il y a les vacances. Donc en 2 mois, ce qu'on n'aurait certainement jamais pu produire. Enfin, j'aurais jamais été capable de produire ça, clairement, d'écrire ce qu'il a écrit. Enfin, ce qu'on a écrit. Sur le on, il y a ChatGPT. Ouais, voilà, ce que l'on a écrit. Ouais. Donc ça, c'est ces 2 grosses parties. Après, bah, automatiquement, on m'a parlé de Claude. Donc aujourd'hui, moi, je préfère travailler avec Claude, par exemple, sur certaines choses, mais il ne retient rien. Donc, dès que tu as fini une conversation, il faut repartir à zéro. Après, faire des PowerPoint, c'est emmerdant. Il y a Gamma. Enfin, au fur et à mesure, c'est de rentrer, d'élargir.
Et en fin de compte, c'est de gagner du temps. Moi, le premier truc, c'est gagner du temps pour travailler moins, en tout cas mieux. Donc effectivement, pour moi, c'est moins augmenter. Mais ça n'a rien d'intelligent. Ça va passer des heures sur qu'est-ce que c'est. Ça n'a rien d'intelligent. En tout cas, il ne faut pas prendre pour argent comptant. Et c'est un vrai dialogue, il faut apprendre. Ce que je note, c'est que c'est donc un outil de productivité qui fait très clairement gagner du temps, mais que ce n'est pas un outil qui est complètement autonome. Il va falloir le guider, le superviser. Et il y a cette interaction homme-machine qui est indispensable. Donc c'est vraiment un partenaire dans une équipe qui va compléter l'équipe. C'est une panoplie d'assistants. Et là, l'assistant achat, par contre, c'est effectivement, là, on a augmenté la capacité et donc la productivité et donc la performance de l'entreprise qu'on l'aurait pas, enfin, dans le temps, on l'aurait fait. Et on a gagné, c'est plus que des mois, c'est en années. Je pense là-dessus. Je vais me décaler un peu pour voir Victor. Victor, toi, tu as un métier très sérieux, tu es médecin nucléaire. Je suis médecin nucléaire, donc voilà. Je fais de l'imagerie médicale. Voilà. Donc c'est mon métier moins empirique, normalement. Voilà, mon métier ressemble un peu à un radiologue. Moi, je fais de la scintigraphie du test scanner. Et en fait, moi, je suis dans une place où, en gros, les cliniciens m'envoient des patients parce qu'ils ont une question. Et moi, je dois produire du diagnostic à la base avec mes images. En gros, ça consiste à lire des scanners et des images par dizaines et dizaines toute la journée. Et c'est assez fatigant. Il y a pas mal de pression aussi parce qu'il ne faut pas se tromper. Il y a des impacts thérapeutiques qui peuvent être majeurs. Si on rate une progression sur un cancer, par exemple, et que le patient, du coup, il va peut-être avoir un arrêt de sa chimiothérapie. Et, voilà, donc c'est des informations critiques et qu'on doit vraiment produire par dizaines toute la journée. Et c'est vrai que aujourd'hui, on voit arriver des intelligences artificielles qui peuvent, je pense qu'ils vont à terme pouvoir nous remplacer complètement là-dessus. Parce que l'analyse d'images, bon ça c'est les machines le font depuis longtemps, mais jusqu'à aujourd'hui elles avaient beaucoup de mal à rapprocher une image qu'elles ont analysée, où elles ont segmenté des lésions, à les rapprocher d'un diagnostic. Mais petit à petit, en fait, avec les LLM, en fait... les modèles de données larges, oui. Je sais pas comment dire français. Donc ChatGPT et consorts. En fait, les IA vont pouvoir lire des milliers, voire des millions de scanners et de comptes rendus qui ont été produits en face. En fait, le compte rendu qui explique ce que disait l'image. Et vont pouvoir s'enrichir de quasiment tout ce qui va être fait dans le monde, pour tous les médecins qui existent. Et donc à terme, on va se retrouver face à des IA qui auront vu des millions et des millions de cas, et donc qui seront forcément beaucoup plus savantes que n'importe quel médecin, qui ne pourra même pas avoir vu 1% de ce qu'a vu cette IA. Et donc ouais, c'est quasiment tout un métier qui risque de disparaître. Alors, je pense qu'il faudra toujours qu'il y ait l'humain à un moment qui puisse peut-être paramétrer 2-3 choses ou faire la communication entre le patient et la machine. Mais je crois que tu as 38 ans, donc tu es plutôt au début de ta carrière pour un médecin. Comment tu vois l'évolution dans les années à venir? Parce que l'analyse d'image, ok, la machine va le faire, mais être médecin, c'est aussi l'empathie, c'est aussi traduire la technologie aux patients, etc. Est-ce que même ça, tu penses que la machine à terme va pouvoir le faire? Je pense qu'elle va pouvoir le faire à terme, oui. Je pense qu'elle va pouvoir le faire. Donc, moi, ma place, elle est assez confortable pour faire ce constat parce que vu que je suis en même temps chef de l'entreprise, c'est moi qui gère le personnel, c'est moi qui gère les contrats, c'est moi qui gère les machines. Donc à la limite, si je fais plus d'imagerie, il me reste l'entreprise et puis je continue mon activité, quoi. Et c'est vrai que pour des médecins qui ne seraient pas dans ma situation et qui, eux, ne vivraient que de ce diagnostic, c'est vrai que le constat peut être un peu plus inquiétant. Alors, si tu avais 18 ans, que tu venais d'avoir ton bac, est-ce que tu ferais des études de médecine ou... Je pense pas. Je pense que j'essaierais peut-être de partir sur une carrière plus transversale. Et comment tu vois les études de médecine évoluer? Parce que finalement, il faudra toujours des médecins, mais peut-être qu'on n'attendra pas des médecins la même chose qu'aujourd'hui. Je pense aussi que les médecins vont rester, mais qu'ils seront des choses plus transversales que ce que je fais aujourd'hui, où on lie
utilise vraiment des dizaines de scanners. En fait, lire des scanners, c'est pas un domaine où l'humain excelle, quoi. Clairement. Une machine va pouvoir faire beaucoup mieux. Mais, par contre, je pense que les spécialités médicales, peut-être un peu plus sociales, peut-être un petit peu plus holistiques sur l'approche du patient, elles seront plus difficiles à remplacer. Effectivement, ce qu'il faut comprendre, c'est que les machines apprennent à partir de montagnes de données pour lesquelles on connaît déjà la réponse. Hein, donc là, c'est en gros des radios et puis des comptes rendus. Donc ça, on a ces données-là, on peut entraîner les machines. Là où on n'a pas encore suffisamment de données, c'est sur les émotions humaines et la façon dont un humain réagit à quelque chose. Mais il n'y a pas de raison intrinsèque à ce qu'on ne puisse pas entraîner des machines sur ça aussi, bien sûr. à supposer qu'on ait suffisamment de données. Donc si on commence à collecter ce type de données, et à travers la robotique, c'est sûr qu'on va avoir plus d'informations de cette nature-là, il n'y a pas de raison que la machine n'y arrive pas, c'est qu'une question de temps et de quantité de données finalement. C'est vrai que paradoxalement, dans ma spécialité, les manipulateurs radio, qui sont les gens qui accueillent les patients, qui vont le placer sur la machine et qui vont lancer le scanner, vérifier que tout se passe bien, en fait, ils seront beaucoup plus difficiles à remplacer que les médecins. De la même façon qu'aujourd'hui, un coiffeur, il n'est pas menacé par ChatGPT, voilà, parce qu'en robotique, il n'y a pas encore de motricité fine. Et puis si on doit mettre des robots, on mettra des robots pour des postes chers. Enfin, on va peut-être remplacer les dentistes avant de remplacer les coiffeurs. Mais voilà, c'est une question économique en fait, c'est combien ça coûte. La machine, elle va rapidement coûter moins cher qu'un humain. Et puis la machine, elle ne prend pas de vacances, elle n'est pas malade, elle n'est pas fatiguée, elle se trompe, enfin, elle est plus constante, quoi. C'est vrai que moi, dans le fond, je suis même plutôt content de ce développement. Parce que c'est vrai que lire des dizaines de scanners toute la journée, voilà, ça fait 10 ans que je le fais, mais ça va encore. Mais je pense que dans 10 ans, je commence à en avoir un petit peu marre. Ouais. Si on revient à Vera, comment tu vois le futur de l'IA, toi? C'est-à-dire, donc on a compris ce que ça faisait pour toi aujourd'hui. Qu'est-ce que tu attends de l'IA pour la suite? Alors, ce que j'attends, j'aimerais juste rebondir sur ce qu'il a dit, parce que l'IA, en fait, je ne citerai pas le nom du laboratoire pharmaceutique, mais j'ai eu une discussion avec un laboratoire pharmaceutique. En gros, aujourd'hui, on va passer de 10 ans à 5 ans la recherche pour un même médicament. Voilà, ça c'est... donc, et quand on connaît l'évolution, en fait, de l'IA, on se dit que la recherche va énormément progresser grâce à cela. Donc certes, il va y avoir des métiers qui vont disparaître, mais les avancées en fait de la science vont être tellement fortes et tellement incroyables que de toute façon, il y aura d'autres métiers, de nouveaux métiers qui se créeront. Et il y a ce côté holistique aussi où l'humain devra toujours être présent, parce que les gens vont aller plutôt aujourd'hui plus faire du yoga que d'aller chez le médecin aussi. Il y a toutes ces choses-là, tout ce lifestyle qui va se mettre en place, parce que peut-être que l'humain aura un peu plus de temps que de faire 70-90 heures au travail, comme parfois on le fait quand on est entrepreneur, quoi. Donc voilà. Pour l'IA, nous concernant, oui, ça va avancer de plus en plus puisqu'on s'industrialise, on a un labo chimie d'ici 2025 et on est en train de, actuellement, avec donc une autre start-up qui est aussi qui fait partie en fait du groupe DevPoint, on est en train d'intégrer un outil interne qui va optimiser en fait et qui va concentrer toutes les ressources, qu'elles soient scientifiques, qu'elles soient de l'ingénierie industrielle, qu'elles soient sur les ressources humaines, financières, et on est en train de monter un outil interne qui va performer, comme monsieur le disait en fait, et va nous faire optimiser du temps et des tâches qui va nous permettre toujours mieux de progresser. Et le temps que on va se permettre à avoir, va nous permettre à avancer en fait sur l'entreprise. Donc grâce à l'IA, il y a une véritable optimisation, et sachant que nous pour le moment on est très petits, hein, c'est-à-dire qu'on utilise vraiment ça de manière ponctuelle, mais maintenant on le voit, j'étais encore en réunion hier avec DevPoint, il y a un squelette qui est en train de se monter, et cette IA, lorsqu'ils ont déployé un peu ce que j'avais dans le cerveau, c'était assez incroyable de se dire, tout ça je suis en train de le penser, mais maintenant ça va rentrer dans des cases et l'IA va optimiser tout ça, et c'est hyper important parce que lorsqu'une personne va rentrer dans le labo et qu'elle a tout de suite, au lieu d'aller chercher Jean-Charles pour faire visiter où se trouve la verrerie, où se trouve la zone ATEX ou le CO2 supercritique, eh bien l'IA va en fait lui permettre, grâce à un écran, de dire ok, là ça se trouve là, là ça se trouve là, c'est ici, faites attention parce qu'à partir de ce moment-là, il y a plus de gaz ici, il faut faire, voilà, il y a plein de trucs, et tout ça, ce sont des données Excel qu'on devrait mettre à quelque part et que quelqu'un devrait travailler continuellement dessus.
Ça, c'est une partie. L'autre partie, on a quelqu'un qui s'appelle Roman chez nous. Lors d'un hackathon, on a travaillé, pareil aussi, DevPoint, sur cette partie où tous les jours, il fait que de la recherche, de la veille, de la biblio, chercher les brevets pour voir s'il n'y a pas quelque chose qui est sorti qui pourrait ressembler à nous. C'est-à-dire que moi, je ne pourrais pas le faire, je me suiciderais tellement c'est chronophage. Ce matin, on a installé l'outil. Il m'a appelé ce soir, il m'a dit, mais ma vie, elle va totalement changer. C'est-à-dire qu'il va être beaucoup plus confortable en fait dans ses recherches, dans l'optimisation de ses recherches, parce qu'il ne va pas avoir besoin de lire en fait toutes ces pages, il va avoir des mots-clés, l'IA va lui indiquer ce qui est le plus pertinent pour lui, et en fait il va accélérer comme ça, et nous, ça va nous permettre vraiment d'être dans le bon timing et de se dire, ok, maintenant on peut déposer, on peut faire ci, on peut faire ça. Voilà. Là, si je comprends bien, c'est une veille documentaire permanente. Permanente. L'IA va tout lire et vous résumer, vous extraire ce qui est pertinent. C'est exactement ça, et avec un automatisme tous les jours à 4h30 du matin dans le monde entier, sans exception. Donc encore une fois, un outil de productivité, Ouais, c'est pas quelque chose qu'on ne pourrait pas faire à la main, c'est juste que ça prendrait un temps. C'est pareil. En fait, je pense qu'on peut même pas imaginer maintenant combien de mois, voire d'années qu'il faudrait. En fait, c'est ça qui est totalement incroyable, quoi. Hervé, toi, comment tu vois la progression des choses, alors dans ton métier ou ailleurs? Enfin, c'est quoi tes souhaits qui ne sont pas encore réalisés par l'IA, mais que tu penses possibles, empiriquement, par ta pratique, quoi. Alors, il y a des choses qui commencent déjà, qui étaient imaginaires il y a quelques mois et qui ne le sont plus. Je travaillais cet après-midi là-dessus. On est en train de mettre en place ce qu'on appelle un Kobo. Alors, la mise en place de ce Kobo... Un Kobo, c'est un robot qui cohabite avec des humains. Voilà. On a un réseau de restaurateurs. On a des gens sur le terrain qui s'appellent des délégués réseau. C'est-à-dire qu'ils vont recruter des restaurateurs, les intègrent dans le réseau et sont là pour détecter les problèmes. C'est-à-dire, à un moment, les problèmes... Alors, il y a le visuel et puis il faut creuser. Quelle est la cause racine? Avec des gens qui sont dans leurs exploitations, qui n'ont pas de temps ni rien, donc c'est hyper complexe. C'est un métier hyper complexe. Donc là, le Kobo, c'est de dire comment est-ce que l'IA peut nous aider dans l'accompagnement de nos actuels délégués réseau et nous aider à en recruter d'autres et accélérer leur formation. Donc ça a été oui, c'est possible, parce que c'est des rencontres qui font que. Et c'est là que ça nous a lancé de se dire, mais pour que ça soit possible, il faut tout écrire en fin de compte. C'est-à-dire, il va falloir dire comment on arrive, votre proposition de valeur, elle est liée à quoi, quelles questions il faut poser. C'est ce qui fait qu'on a réécrit toute la boîte. C'est-à-dire qu'on s'est aperçu que la boîte n'était pas écrite, donc on écrit toute la boîte. On remet tout dans le bon ordre. Et là, on a eu un premier essai avec des questions, et c'est assez impressionnant, 4-5 questions de découverte, et déjà les préconisations que ça peut donner à notre futur adhérent, pour des problématiques détectées, de concepts, de ressources humaines. Donc là, on commence à toucher un truc de se dire, mais l'accélération d'intégration de gens peut-être pas formés, qui ont juste les bons soft skills, ça restera toujours pareil, et tout ce que ça peut engendrer derrière. C'est pratiquement difficile à projeter tellement, effectivement, ça va vite. Moi, j'ai juste une correction, c'est que celui, chef d'entreprise, qui ne va pas s'intéresser à regarder, mais il peut se réveiller dans 6 mois, il va se dire, mais qu'est-ce qui s'est passé? Où est ma boîte? Où sont les autres? Parce que c'est assez exponentiel. Et on a eu une discussion sur le côté exponentiel, où là, on est là pour le positif, on va parler, mais qu'il faut... Voilà. L'accélération s'accélère. Voilà. Moi, j'ai un exemple sur les métiers qui ont disparu, un métier qui a disparu en 3 mois, traducteur pour le doublage. En fait, traducteur pour le doublage, c'est très compliqué, parce qu'il faut trouver des mots qui correspondent au même mouvement des lèvres, et qui sont dans une autre langue et qui ont le même sens. Et donc, c'était des traducteurs très spécialisés, très peu nombreux, très bien payés, et en fait, en 3 mois, ils ont disparu. C'est-à-dire que maintenant, l'IA fait ça très bien, et c'est plus jamais fait par des humains, et ça a pris 3 mois. Et donc, il y a plein de métiers comme ça, où finalement, jusqu'à ce qu'il se passe quelque chose, tout va bien, et puis quand ça va basculer très rapidement. Alors, on a dit qu'on faisait une conférence positive, hein, donc effectivement, ça va générer des nouveaux métiers, il y a des métiers qui vont se transformer, ça va nous générer du temps libre aussi, hein. Enfin, clairement, on va travailler de moins en moins. Il y a John Kane, donc le grand économiste, l'économie keynésienne, enfin, tous les dirigeants du monde ont utilisé ces théories pendant des années. Il a dit dans les années 30, en 1930, qu'en 2030, on travaillerait 3 heures par jour.
bah, finalement, soit il s'est complètement planté, soit il a complètement raison, et entre 2024 et 2030, il va y avoir une accélération, et c'est pas inenvisageable qu'on travaille 3 heures par jour en 2030. Ça pose tout un tas d'autres questions sociétales, etc. Aussi, ce qui est possible, c'est que tu as 1% de la population qui bosse 80 heures par semaine, et puis le reste qui bosse plus, quoi. Oui, parce qu'il y a déjà plus ou moins le cas, enfin, c'est-à-dire qu'il y a déjà des grosses disparités. En plus qu'aujourd'hui. Ouais. Bah, de toute façon, oui, ça risque d'accentuer les écarts, enfin d'aggraver les différences d'un pays à l'autre aussi. Enfin, il y a de la géopolitique dans l'IA. C'est-à-dire que l'Europe, on n'est pas très bien situé, puisque notre spécialité, c'est de faire des lois et d'interdire. Pendant ce temps-là, les Américains, ils avancent et les Chinois, ils avancent. Donc, on peut se retrouver aussi dans une position où on a besoin de ces outils, mais ce n'est pas nous qui les maîtrisons. Ça pose des tas de questions de biais, d'accès à la ressource, etc. Enfin, voilà. Peut-être d'ailleurs qu'on peut embrayer, alors, tout en restant positif, au niveau sociétal, enfin, dans votre quotidien, ou enfin, qu'il y a des choses qui vous interrogent ou qui vous inquiètent. Le risque, quand on discutait pour préparer, c'est addictif. C'est sans fin. Tu peux dialoguer sans fin avec cette machine. Il y aura toujours. Alors après, c'est sans fin et il faut savoir s'arrêter parce qu'après il divague. Enfin, ça. Mais à un moment, c'est sans fin. Et là, je vois, tu te prends au jeu. Là, écrire la boîte, c'était vachement intéressant. Avant, bah, tu dis, je vais m'y remettre. J'ai retravaillé le soir, ce que je faisais plus depuis longtemps. Super, on va aller au bout et machin, et tu rajustes. Donc c'est cette problématique-là, donc le sans fin addictif, et on parlait de ressources, c'est épuisant. C'est-à-dire que c'est des heures épuisantes. Parce que ça met tellement à contribution. Bah, c'est 20 watts, hein, donc il faut faire avec les 20 watts. Hein. Voilà. Donc, et c'est du choc dans l'entreprise. Enfin, moi, j'ai demandé à tous les membres du COIR qu'on se mette tous à niveau dans les abonnements et qu'ils utilisent régulièrement au travail pour être à peu près à même niveau. Je citerai 2 trucs. Enfin, avec peu de fierté, j'ai un collaborateur, il est devenu papa. Je lui ai sorti un message, je l'ai fait pleurer. Enfin, malheureusement, je l'ai fait pleurer. Non, c'est Claude qui l'a fait pleurer. Bon, généralement c'est sympa parce que j'ai plutôt marqué un point. Maintenant, j'étais à peine fier quand même de dire. Mais bon, je lui ai dit, je vais pas refaire comme tout le monde, sympa, machin, la pite va. Donc j'ai dit, il faut essayer de mettre un truc dans un contexte qu'on avait fait un événement auquel il a été parti. Il a tout croisé parce que j'ai dit dans cet événement-là. Bon, voilà. Donc, où on va, comment, effectivement, ressources, où ça s'arrête dans ce jeu du toujours plus, encore plus vite. Et comment on va accepter aussi les équipes. Moi, j'ai une équipe de cadres, enfin, jeunes. Enfin, après, sur des activités beaucoup plus terre à terre et autres, on peut aussi vraiment avoir des fossés qui se creusent. Donc, mais c'est des peurs. Enfin, il faut en être conscient, mais ne rien faire et attendre et se dire on va lever tous les risques, faire des lois, des machins, moi je pense pas que ça soit bon pari en tout cas. Et quelqu'un d'autre veut réagir sur cet angle-là? Je ne sais pas comment on est au niveau du temps, vous nous faites signe hein, si on déborde trop. On peut prendre des questions? On peut vraiment prendre des questions? Et ben voilà, prenons des questions. Donc il n'y a pas de micro, donc allez-y. Qui veut se lancer? C'est toujours la première question qui est compliquée. On peut demander à ChatGPT s'il a une question pertinente, oui. Démissionné par le crédit agricole pour poser la première question. Ouais, c'est truqué. Des comparses. J'ai une question. Merci beaucoup déjà pour l'intervention. J'ai une question sur l'approbation par vos collaborateurs. C'est vrai qu'on entend l'IA fait quand même peur. C'est un sujet qui m'intéresse beaucoup et j'ai tendance à en parler en interne chez nous. Et c'est vrai que j'ai pas eu un très bon accueil. Et on a même appris en d'autres conférences où on disait c'est quelque chose qui doit être réservé aux chefs d'entreprise. On doit en parler entre nous, entre chefs d'entreprise, et pas trop en parler. Vous avez des projets plutôt secrets. Vous l'avez mis en application. Est-ce que ça a été bien accueilli dans nos entreprises et est-ce qu'il n'y a pas eu un peu des levées de boucliers La conduite du changement. Hein. Chaque nouvelle technologie a cet effet-là. Hein. Alors moi, j'avais une petite alternante que j'ai amenée ici
Margot pour lui faire découvrir B-Cube. Quand ChatGPT est arrivé, j'ai vu tout de suite en fait un changement. Elle avait une espèce de patte sur sa com qui me plaisait énormément, qui plaisait à tout le monde. Et du jour au lendemain, le truc change et là je lui dis mais est-ce que vous utilisez ChatGPT? Elle me dit oui. Alors je lui dis non, arrête, parce qu'en fait tu es assez bonne pour faire en fait de la très bonne communication. Et en fait ChatGPT lui faisait un peu sortir des belles choses, mais la langue de bois, quoi, quelque chose de très générique, très générique, ça se voyait. Et ça d'ailleurs c'est quelque chose, moi aussi j'ai passé par la case j'écris par ChatGPT, et en fait quand je recevais les mails de mes partenaires ou des collaborateurs qui les disaient, j'ai dit ça c'est pas lui, ça c'est ChatGPT. et là en fait c'est là où je me suis dit non, j'arrête déjà les mails ou les choses comme ça. Je suis pas je suis née en France, mais j'ai pas vécu en France les premières années. J'ai des tares sur les S, tout le monde le sait. Donc, et c'est comme ça qu'on reconnaît mes mails, et j'ai dit non, voilà, j'arrête. Et parce qu'en fait il y a un moment où ChatGPT c'est un peu enjoliveur, c'est-à-dire que les choses sont bien et on voit les mails qui arrivent tout de suite et à quelque part c'est là où ça s'arrête pour moi un petit peu avec ChatGPT, c'est-à-dire que j'estime de mon côté comme de l'autre que les personnes doivent prendre au moins leur temps pour s'adresser à une autre personne. Parce que si on coupe cette communication entre l'humain, on les accepte avec une petite faute par-ci par-là, c'est pas très grave, mais au moins c'est quand même la personne qui a pris le temps pour répondre. Donc voilà, alors je sais pas si ça répond forcément à la réponse de monsieur, mais... La réponse est à la question. Ouais, voilà, quelque part. Mais oui, l'IA, ça... En tout cas, mon équipe ne l'utilise pas, elle, tous les jours. Il y a un risque, ce que j'entends, c'est qu'il y a un risque d'homogénéisation. Ouais. C'est un peu comme la mondialisation où on mange McDo à l'autre bout du monde. C'est ça. L'IA, ça risque de produire des textes qui sont tout le temps les mêmes et pareil pour tout le monde. Et il n'y a plus de style, il n'y a plus de... C'est ça. Ouais. Mais c'est vrai que pour l'entreprise, par contre, oui, ça apporte beaucoup de choses. Ouais. Nous, pour rebondir, nous, on a plutôt demandé la cartographie de tous les trucs chiants à tout le monde. C'est-à-dire quels sont les trucs emmerdants que vous faites. On l'a cartographie, on est en train de regarder. Analyser les images. Et se dire, si déjà on enlève les irritants, les trucs chiants à faire, déjà l'acceptation est complètement différente. Pour après, libre restant, nous, en com, en l'occurrence, j'ai eu une discussion avec notre responsable com, on envoie une news tous les vendredis et on dit, ça doit servir à nos adhérents, c'est du flash. C'est les quelques mots, et là ils étaient en train de dériver, ils me faisaient trop de contenu. J'ai dit, arrêtez ça, utilisez là pour le coup l'IA, pour qu'on n'y passe pas, vous passez maintenant une demi-journée pour un truc qui doit être lu en 30 secondes. C'est pas bon, il faut reconstruire à l'envers. Donc je pense qu'il faut en parler. Si on fait un tabou, c'est pas bon parce que ça ne fait qu'aiguiser les peurs. L'avantage, c'est qu'on est tous sur le même pied d'égalité. Et petites entreprises, comme les très grosses, et l'avantage, c'est qu'au contraire, on peut être beaucoup plus agile que les grosses. Oui. Donc, il faut s'acclimater, je pense. Et ça, pas tirer des conclusions trop vite, des peurs trop vite, des trucs trop vite. Chaque entreprise a aussi ses propres besoins. Donc, ne pas résister, parce que c'est inévitable. Donc, ça ne sert à rien de lutter. C'est inéluctable. J'ai l'impression qu'en médecine, il y a beaucoup de médecins qui mettent des œillères et qui espèrent que ça sera un peu comme pour les avions de ligne, et que malgré que tout se fait par l'ordinateur, on force quand même à mettre un pilote qui est là officiellement pour tenir la barre. Je pense qu'ils espèrent qu'en fait il faudra quand même garder un médecin qui sera là pour signer même s'il n'a rien fait. Mais, je pense qu'il y a un peu cet espoir qui continue de... Oui, mais dans certaines mesures, ça va être vérifié, puisqu'il y a de l'inertie dans le système. Voilà. Il y a un problème de... L'IA ne rend pas de compte. Enfin, c'est pas auditable, c'est une boîte noire, on ne sait pas ce qui se passe, donc qui est responsable? Donc à un moment, il faut un humain dans la chaîne, ne serait-ce que pour endosser la responsabilité. Peut-être que le médecin, il supervisera 10 IA et il faudra 10 fois moins de médecins, mais il y aura probablement quelqu'un qui fera le boulot des contrôleurs aériens le jour où il n'y aura plus de pilotes dans les avions. Est-ce qu'on a une autre question? Oui. Ah, pardon, là-haut. Vous l'avez tous dit, l'IA s'enrichit perpétuellement. Est-ce que vous n'avez pas peur que le cerveau humain régresse? Moi, je m'imagine, il y a 10 ou 15 ans à l'école, le devoir de science avec... Moi, j'ai l'inverse aussi. C'est totalement l'inverse. Non, totalement l'inverse. Ouais. En tout cas, pas, oui, plutôt l'inverse. Plutôt l'inverse aussi pour moi.
c'est compliqué et ça dépend comment on aborde le sujet. C'est-à-dire que, est-ce que la calculatrice, ça vous dispense de savoir compter, faire du calcul mental? Oui. Bah, ça dépend. Bah, voilà. Donc, si on se sert de l'IA comme une béquille, on risque de désapprendre des choses et de plus être capable de faire des choses qu'on savait faire avant. Mais peut-être qu'à côté de ça, on va savoir mieux faire des choses qu'on maîtrisait pas bien avant. C'est très compliqué à mesurer ce genre de choses. Enfin, on a tendance à dire, oui, les jeunes maintenant, ils savent plus rien faire, machin, tout ça. Enfin, Ça faire des choses qu'on ne sait pas faire nous. voilà, l'intelligence, c'est l'adaptation à son environnement. Donc finalement, si on sait faire des choses qui nous sont utiles, mais oui, il y a ce risque-là. Hein. Enfin, mais c'est comme ne travailler que sur un ordinateur ou prendre des notes par écrit. Bah, oui. Ouais, c'est un choix personnel. Moi, mes notes en réunion, je les prends par écrit à l'ancienne. Mais au moins, tous les jours, tout ce que je fais dans ma journée, c'est encore à l'écrit. Pourtant, j'ai tout le temps l'ordinateur avec moi, mais c'est un choix. En fait, et on ne mémorise pas pareil quand on écrit que quand on tape, on ne mémorise pas pareil quand on lit sur une tablette ou quand on lit un livre en papier. Voilà. Voilà, le cerveau humain est fait de telle façon qu'il y a des choses qui sont encore... Voilà. Et je pense que j'ai appris ces derniers mois beaucoup plus de choses par l'IA que je n'en ai appris dans toute ma vie. Et pourtant, Dieu sait que j'en ai bouffé des bouquins. Mais voilà, donc je pense que l'IA, il ne faut pas en avoir peur, il faut vivre avec. De toute façon, comme le disait monsieur, soit on va vivre avec et on va l'apprivoiser, parce que ceux qui ne vont pas le faire, malheureusement, ils vont se retrouver déconnectés en fait, du monde, malheureusement, quoi. Alors c'est un choix après, hein. Les gens, c'est comme Internet, hein. On n'est pas obligé d'avoir un téléphone, on peut vivre comme on a envie de vivre, hein. C'est pas, mais en tout cas dans le monde de l'entrepreneuriat, je vois déjà les différences. On parle d'électronisme pour les gens qui ne savent pas se servir des outils numériques. Voilà, il suffit pas de savoir regarder, servir l'IA, c'est comme la dématérialisation. Google il y a 15 ans. Ouais. Qui aurait cru que tout serait dématérialisé. Aujourd'hui, les gens qui ont 70, 80 ans, pour aller chercher des impôts, c'est difficile pour eux. Donc c'est souvent les petits-enfants, les enfants. Il y a peut-être un truc, mais juste, okay, on n'est pas sur une question, mais pour vous partager. Hein. La qualité de la donnée fait pour beaucoup. Donc on a toujours tendance à se dire l'IA va corriger tout ce qu'on laisse de côté, on fait de la donnée pourrie, enfin, on n'est pas vigilant dans nos structures de base articles et autres. L'IA ne fera pas le miracle. Hein. Si la donnée est pas bonne, pas structurée, que vous n'avez pas construit des outils déjà, il n'y a pas de magie. Hein. Voilà. Ça, j'ai eu une discussion il n'y a pas longtemps avec quelqu'un qui me dit voilà, j'ai pourtant mis. C'est vu ce que tu as mis dedans, c'est pas étonnant non plus que ça ressorte un gros caca à la sortie. Hein. C'est pas magicien. Mais si on parle beaucoup de données, c'est un point important. La structuration de la donnée quand même à la base, c'est une grosse différence. La structuration, la quantité, et puis les biais qui peuvent être introduits dans les données. J'avais une question. Oui. Oui, bonsoir messieurs, dames. C'est passionnant ce que vous dites et en même temps, vous êtes tous les trois complémentaires. Vous êtes tous les trois complémentaires dans le sens où on note qu'aujourd'hui, et de tout temps, nous avons toujours eu tous peur de ce qui allait se passer après, en ayant différents outils à notre disposition. Monsieur Janin, vous avez parlé tout à l'heure du fait que parfois, et dans un avenir très proche, dans certains types de transports en commun, vous avez parlé de l'avion, il se pourrait qu'il n'y ait pas de pilote. Donc mon intervention, je vais essayer de faire aussi court que ce que vous aviez fait tout à l'heure. Je me présente, donc je suis Pierre Doucet, je suis patron d'agence de voyage. Et je peux vous dire qu'en 2000 ou 2003, quand Internet est arrivé, c'est dit une agence de voyage, c'est comme le H dans Hawaï, ça sert à rien. Sauf que petit à petit, il y a eu, et c'est là où vous êtes justement complémentaires, et j'ai beaucoup aimé votre intervention, Victor, sur le fait qu'il va y avoir une le fait que certains métiers vont devenir transversaux. Décloisonnés. Exactement. C'est-à-dire qu'il y a quelques années, pour reprendre ce dont je vous parle, donc de tourisme, on avait besoin de nous pour acheter un billet de train. Aujourd'hui, le billet de train, vous le prenez sur votre téléphone. En revanche, et c'est ce que Hervé disait tout à l'heure, ou même vous, maintenant du fait que nous puissions prendre le billet de train sur le téléphone, du fait que nous ayons la possibilité donc de nous déplacer, nous allons avoir d'autres besoins qui vont naître. Et c'est là où, dans notre métier,
il y a de nouveaux besoins qui sont arrivés. La question que je voulais vous poser justement, et vous pouvez y répondre, j'espère tous les trois, ne pensez-vous pas que c'est tout simplement aujourd'hui la conséquence de ce que nous sommes en train de faire petit à petit, depuis quelques années, avec l'arrivée des réseaux sociaux, c'est-à-dire le fait que nous-mêmes donnions nos propres data, nos propres données, c'est ce que vous disiez il y a 5 minutes, si effectivement on donne, si on nourrit mal notre intelligence artificielle, si nous ne faisons pas un bon prompt, nous n'aurons pas de bon service à la fin. Les agences de voyage dans lesquelles je bosse, d'ailleurs, nous sommes en train de créer une intelligence artificielle à l'attention de nos collaborateurs. Et ça, c'est la deuxième chose. Donc, c'était pour vous, madame, ou tout à l'heure, vous posiez la question avec Margot, qui est intervenant chez vous. L'intelligence artificielle va devenir un outil qui fera en sorte que l'erreur ne soit plus envisageable du tout, puisque les conséquences qui, jadis, n'étaient pas moins majeures qu'aujourd'hui, mais moins graves, ne puissent plus arriver. Donc, ne pensez-vous pas justement que c'est simplement, et je reviens à la question, nous-mêmes qui nourrissons notre intelligence petit à petit, et justement, on vit une époque formidable. Alors oui, on n'a plus de traducteurs, mais justement, on a des médecins... Pour le doublage. Oui, d'accord, mais il faut autre chose, parce que justement, ils ont appris en LEA des langues étrangères. Donc le fait que, monsieur, vous êtes docteur, vous allez pouvoir faire encore autre chose, c'est passionnant. Aujourd'hui, c'est vrai qu'il est plus facile de soigner. On a du Wi-Fi, il y a des téléphones sans fil. On vit une époque formidable. Et ne pensez-vous pas qu'elle va l'être de plus en plus? C'est ça ma question. Rassurez-nous là-dessus. Moi. Alors, la boule de cristal... il est en retraite à 40 ans, donc c'est pas mal. C'est sûr, moi, ce que je pense, c'est que dans le fond, la solution vraiment au désert médical et au problème d'offre de soins, c'est ça. Hein. Et c'est sûr que le jour où on aura ça, il n'y aura pas plus de problème d'accès aux soins. Il faudra juste mettre les machines où il y a besoin. Et voilà, mais après, ça c'est juste du capital à déployer. Il n'y aura pas besoin de former des mecs pendant 10 ans et au final, qui fassent des burn-out. Moi, où je suis plus, on va dire, cartésienne, c'est que l'humain aura toujours besoin de l'humain. Ça, c'est quelque chose. Moi, je fais partie... Alors, c'est assez bizarre parce que je suis très visionnaire, je vais faire des trucs incroyables, mais je vais en agence de voyage chercher mon billet d'avion. Voilà, donc je ne prends pas par internet parce que j'aime bien l'agence de voyage où je vais, parce qu'elle m'a toujours bien conseillé, parce que j'ai jamais été déçue. Donc il y a ce côté humain qui va perdurer. Et par exemple, il y a une chose aussi qui, moi, un peu aujourd'hui me lasse, parce qu'on se lasse aussi très vite, c'est de voir des images générées par l'IA. Alors qu'une image qui va être générée par quelqu'un qui aura pris le temps de la faire via des outils, c'est totalement différent. On reconnaît tout de suite une image d'IA parfois, parce qu'elle est tellement parfaite, en fait, qu'on recherche presque un petit peu le défaut pour pouvoir vraiment trouver de la véracité. Et je pense que ça, l'humain le nourrit de manière naturelle et le conservera, quoi. Alors, oui, je pense qu'on vit une époque formidable. J'ai une théorie là-dessus. Je pense que, comme pour le fait maison des restaurants, il y aura une réglementation à un moment où il faudra dire ce qui est écrit par une IA, ce qui est produit par une IA, ce qui est produit par des humains, et que nous, en tant que consommateurs, on sera prêt à payer plus cher des contenus rédigés ou créés par des humains. Et c'est juste, voilà, comme dans la restauration, il y a des trucs... les gens, ils ont des chez Métro, ils ont mis ça au micro-ondes, et puis il y a d'autres gens qui font la cuisine. C'est pas la même chose, et ça peut cohabiter. Et c'est là que de nouveaux métiers se créeront aussi. Contrôleur, de vérificateur d'IA pour voir qui l'a vraiment écrit. Monsieur ? Oui, l'IA, on est d'accord, c'est une collecte de données, et donc l'IA se fournit un petit peu partout, et justement rend les données de façon plus rapide, plus claire, structurée, etc. etc. Ne pensez-vous pas, et moi j'ai un petit peu mon avis là-dessus, que tout peut être brutalement arrêté par justement le fait que les données vont être bloquées, c'est-à-dire l'Europe peut-être par rapport au RGPD, et que l'IA va être un moment bâillonnée ou étouffée dans sa démarche, et qu'elle ne pourra pas restituer toutes ces données. Vous ne pensez pas qu'il y a un moment, vous ne pensez pas que l'Europe, à un moment, va stopper ce marché de data pour mieux le maîtriser et empêcher, comme aujourd'hui, on ne peut pas faire ce que l'on veut Ça dépend de la nature du corpus. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a un flou artistique sur
qu'est-ce qui a servi à entraîner, par exemple, ChatGPT chez OpenAI, parce qu'ils sont dans la plus pure tradition de la Silicon Valley, c'est-à-dire c'est plus facile de demander pardon que de demander la permission. Donc ChatGPT a probablement lu tous les livres, alors qu'ils n'avaient aucun droit d'accès sur ces textes-là. Et quand OpenAI est en train de lever 50 milliards de dollars pour continuer son développement, il y a probablement une part de ça qui est prévue pour rémunérer les auteurs de ces contenus-là. Donc c'est un peu comme à l'époque où les sites pirates de musique donnaient accès à tout, et puis finalement ça s'est structuré, il y a des plateformes, maintenant on paye pour la musique en ligne, le streaming, mais les maisons de disques connaîtront jamais les heures de gloire qu'elles ont eues dans les années 80, etc. Donc il va falloir trouver une façon de rémunérer les auteurs qui servent à entraîner l'IA, et aujourd'hui, très honnêtement, ça a été un peu pillé, même si c'est dans la zone grise. Donc c'est un débat économique, c'est-à-dire à partir du moment où il y a des gens qui sont prêts à produire des données, à les vendre à des gens qui entraînent de l'IA avec, il y aura des données. Après, est-ce que c'est exhaustif? Il y a des domaines où l'IA est pas très bon, parce que le corpus n'existe pas. C'est des domaines trop spécialisés, il y a trop peu de données, et ça ne marche pas très bien. Donc il y a un équilibre qui va se trouver. Moi, je n'entends pas sur la partie économique, j'entends sur la partie de justement pouvoir aller chercher les infos que l'on souhaite. C'est-à-dire que aujourd'hui, on peut très bien auditer le contenu d'un site, on peut très bien aller sur Paper, savoir toutes les informations comptables, etc. etc. Donc ça nous fournit énormément d'informations et très rapidement. Le jour où justement il y aura comme les anti-spam qui bloquent les mails, quand il y aura des filtres qui vont empêcher l'IA d'aller chercher ces informations pour vous les restituer, l'IA n'aura plus du tout la même puissance. Sauf s'ils ont acheté aux éditeurs les droits de lire les bouquins. C'est qu'une histoire d'argent. Il y a un bras de fer qui vient de s'instaurer au moment du lancement de l'iPhone 16. Oui. Apple a décidé d'enlever toutes les fonctions d'IA de son téléphone pour l'Europe. Parce qu'ils veulent établir le rapport de force avec Bruxelles. Vous nous régulez, on ne vous file pas les fonctionnalités. Et c'est les consommateurs qui vont juger. Hein. Nous, en tant que consommateurs, est-ce qu'on préfère donner des données et avoir accès à des fonctionnalités, ou est-ce qu'on veut protéger? Et normalement, la Commission européenne ne fera que exaucer le souhait des, je ne sais pas combien, 220 millions d'habitants en Europe. Enfin, voilà, mais ça va être un rapport de force. Et le rapport de force, il n'est pas... Google est en train de développer un outil qui va justement identifier que tous les contenus SEO des sites qui ont été générés par l'IA soient sanctionnés. C'est-à-dire qu'il y a déjà des outils qui sont en train de contre-attaquer les IA. Mais c'est le fait maison dont je vous parlais tout à l'heure. C'est-à-dire qu'un contenu écrit par des humains a plus de valeur. Et il faudra le reconnaître. Après, il y a à quoi on utilise, si on va se nourrir à l'extérieur pour aller chercher de l'info, ou si il y a plein de modèles d'entreprise. Donc on dit qu'une bonne partie, c'est nos données, elles restent chez nous, et on augmente, on amplifie nos résultats, c'est avant tout nos propres données. Donc là, c'est bien chez nous, en l'occurrence. Les données de santé, c'est pareil. Hein. Voilà. Et nous, on a beaucoup plus d'effets immédiats et de performance sur nos données, en l'occurrence. Là, c'est beaucoup plus performant que sur un peu la donnée prise sur Internet. Hein. Nous, par exemple, en médecine, par exemple, je ne sais pas si dans 10 ans, ça sera éthique de dire qu'un scanner n'a pas été relu par Google Scanner. Quoi. Ouais. Je suis ravi d'être avec vous ce soir et je vais essayer de vous donner quelques chiffres et quelques informations sur ce que fait aujourd'hui concrètement la Caisse régionale Centre-Loire sur ces territoires. Alors vous le savez certainement, mais évidemment l'innovation c'est au cœur de nos préoccupations et nous avons déjà depuis quelques années mis en place un écosystème autour de l'innovation sur nos 3 départements. Alors comment? On a une équipe d'à peu près une dizaine de personnes qui se structure autour de villages. Alors vous en connaissez un aujourd'hui, évidemment, c'est le B-Cube de Vierzon, avec lequel on est avec des partenaires. Donc, pour vous donner un ordre d'idée, on est à peu près avec 90 partenaires aujourd'hui sur les 3 départements. Nous avons B-Cube de Vierzon, nous avons également le village Baïséa, qui est à Nevers. Nous avons Georgia, j'ai vu Maria tout à l'heure, donc je la salue au passage, de Bourges. Nous avons également à Orléans le labo et la Green Labo. Donc vous voyez que le Crédit Agricole Centre-Loire investit et accompagne en fait les startups qui sont sur son territoire. Parce qu'évidemment c'est là où on a notre valeur ajoutée, c'est comment est-ce qu'on peut, au titre de l'innovation, favoriser concrètement l'innovation. Et favoriser concrètement l'innovation, c'est accompagner des projets
des jeunes entreprises pour pouvoir concrètement aller jusqu'au bout. Et puis, on l'espère, en tout cas, il y en a 60 aujourd'hui, ou 70 même, si mes chiffres sont bons, qui ont émané donc, du travail qui s'est fait au niveau de cet écosystème accompagné par le Crédit Agricole. Donc, vous voyez, ce n'est pas neutre, c'est 250 emplois, pour vous donner un ordre d'idée, 70 start-up accompagnés, 250 emplois, et encore un bel avenir devant nous. Bonsoir à toutes et à tous. On va faire court, parce qu'une réunion qui est réussie, c'est aussi une réunion qui garde du rythme. Donc je vais pas vous mettre en retard. D'abord, permettez-moi quand même de vous remercier de votre présence, parce que c'est au Crédit Agricole, en Centre-Loire, on a l'habitude, modestement, mais en y mettant toutes nos forces, d'essayer d'avoir de la relation humaine avec les clients, de construire du lien, d'être présent à vos côtés, et puis d'apprendre ensemble. C'était l'objectif de cette soirée. Merci aux intervenants, j'ai trouvé ça passionnant. C'était extrêmement intéressant. Et l'IA, c'est chez nous aussi un sujet, je vais vous en dire un mot très rapide. Moi, ce qui m'intéresse plus particulièrement, finalement, parce que j'écoutais Hervé Pitot tout à l'heure, et on a tellement de ressemblances, finalement, parce que la banque, c'est un commerce. Et notre travail à nous, c'est de faire en sorte de faire le pari que durablement, la relation humaine avec nos clients fera la différence. Et ce qui m'intéresse particulièrement dans ce cadre-là, c'est de voir tout ce qui, ces dernières années, a percuté, finalement, la relation avec nos clients. Il y a une dizaine d'années, j'étais à Crédit Agricole SA, et j'ai allé frapper à la porte du directeur général de Crédit Agricole SA, une quinzaine d'années, c'était en 2010, pour lui dire, écoute, j'ai une idée. Je voudrais créer une application mobile de gestion de budget. On regardait, disant, c'est quoi ce rêve? C'est quoi cette idée? Et puis à force d'aller frapper à la porte, j'ai fini par grignoter quelques sous, et on a créé avec quelques camarades une application de gestion de budget, qui s'appelait à l'époque Mon Budget, qui est devenue aujourd'hui Ma Banque, et qui est utilisée par à peu près 7 millions d'utilisateurs chaque jour. Qui, aujourd'hui, pourrait se dire qu'il va consommer la banque sans avoir une application mobile? Je rappellerai quand même qu'il y a des banques comme Revolut aujourd'hui qui pèsent 21 milliards en capitalisation boursière et dont finalement la relation avec ses clients ne porte que sur l'application mobile. L'application mobile, dans la relation avec nos clients, c'est devenu la clé de contact. Voilà. Il y a 10 ans, un petit peu plus, personne n'imaginait que la relation à nos clients se transformait avec une telle vitesse. Ça, c'était pour l'anecdote. Et puis l'intelligence artificielle, aujourd'hui on y est. Ça va super vite. Et puis j'écoutais tout à l'heure avec un peu de gourmandise et je souriais parce que quand on se promène aujourd'hui et qu'on va à la rencontre de nos 2200 collaborateurs, finalement aujourd'hui l'intelligence artificielle, c'est un espèce de mélange harmonieux entre une envie d'attendre ça goulûment, c'est assez proche du fantasme en fait, de l'enthousiasme, et puis c'est aussi un espèce de mélange d'appréhension. Sur le thème, mais à quelle sauce on va être bouffé? Que vont devenir nos métiers? C'est ça la réalité de l'instant. Et puis quand j'écoutais, tout à l'heure Hervé Pitot, il a mis quelque chose sur la table qui est notre préoccupation à nous, au Crédit Agricole, c'est de gagner du temps. Notre sujet, c'est de gagner du temps. On est complètement asphyxié par l'administratif. Vous savez, une banque systémique comme la nôtre, c'est une banque centrale européenne, un CPR qui contrôle tout et nous demande toujours un peu plus en termes de contrôle, contrôle permanent, relation à nos clients de plus en plus réglementée. D'ailleurs, parfois, vous vous étonnez qu'on vous demande autant de choses. Si c'était nous, on demanderait peut-être un peu moins, mais ça n'est pas que nous. Et donc, on a besoin de gagner du temps, parce que notre boulot, c'est, encore une fois, je le disais tout à l'heure, c'est de construire de la relation durable avec nos clients, c'est de faire en sorte qu'on soit des tiers de confiance incontournables. C'est comme ça que ça existe depuis 150 ans au Crédit Agricole, on a envie que ça dure. Alors, gagner du temps, c'est intégrer très très prochainement des cas d'usage dans notre quotidien, parce qu'on n'est pas extrêmement en avance, finalement, dans l'intégration de l'IA dans la banque. On n'est pas très en avance, mais tout arrive en même temps, ce qui posera d'ailleurs une question d'intégration. Ce qui posera d'ailleurs une question de transformation du quotidien de nos collaborateurs.
parce que tout ce qui est de l'ordre de la transformation des entreprises, je l'illustre souvent en disant que demain ne sera plus jamais comme avant. Or, en France, on aime bien la transformation, mais surtout quand c'est chez les autres. Le changement, c'est ça qui nous anime, mais c'est ça qui est complexe. Vous savez, au Crédit Agricole, je dis souvent, quand on demande aux collaborateurs de faire un peu plus, ils grognent, mais ils font. Quand on dit aux collaborateurs de faire autrement, c'est un autre exercice. Donc l'IA arrive, et on va, encore une fois, j'ai promis de ne pas être trop long, donc je ne vais pas être trop long, on va intégrer quelques cas d'usage qui pour nous vont être des bouffées d'oxygène incroyables. Premier cas d'usage, c'est la gestion des mails. L'ensemble des caisses régionales en France, 39 caisses régionales, c'est 50 millions de mails entrants par an, 70 millions de mails sortants par an. Alors l'exercice de la relation client, dans la relation client, est exceptionnel. C'est-à-dire que comme les clients sont habitués à l'immédiateté, qui est une réalité en 2024, on a des clients qui nous envoient des mails à 9h10 et qui à 9h20 nous appellent pour savoir si on a reçu le mail. On empile un peu les couches quand même. Donc on a un vrai sujet de gestion de nos mails. On a un vrai sujet de gestion de nos mails, avec accusé réception, ça va sans dire. Mais on va tester, on teste déjà dans certaines caisses régionales, on le disait tout à l'heure, une IA qui va être capable d'extraire des mots, qui va être capable de déterminer l'urgence, donc la priorisation des réponses à opérer, qui va être de nature à construire des réponses. Et il nous reviendra, et c'est là que l'humain est toujours dans la danse, il nous reviendra parce qu'on fait de la banque, et que ce qu'on répond à nos clients est extrêmement sérieux, il doit être juste, on parlait de la donnée tout à l'heure, il nous reviendra de vérifier que ce qui nous est proposé est juste, cohérent, dans le bon ton. Mais ça va quand même beaucoup plus vite de relire un mail et de le corriger que de l'écrire. Ça, c'est le premier exemple. Le deuxième exemple que nous avons testé très rapidement, c'est finalement l'étude des dossiers de financement. J'arrive d'Agen, moi j'étais en Aquitaine, on incubait une start-up qui travaille là-dessus. C'est-à-dire qu'on est capable de consolider en quelques secondes une approche, des bilans, et puis d'avoir une approche saine d'un dossier de financement. Et évidemment, ça va sans dire qu'il nous reviendra, collaborateurs du Crédit Agricole, d'avoir le niveau d'expertise pour vérifier que la proposition qui est faite et que l'analyse qui sort est la bonne et qu'elle est juste. Troisième exemple que je pourrais citer, qui m'intéresse très particulièrement, c'est que vous savez, on a des fiches produits dans tous les domaines, dans tout le commerce, et qu'on teste une IA qui va permettre de traduire la fiche produit en mots pour le dire pour le client. C'est extrêmement compliqué, parce que finalement, la relation client, c'est toujours le maillon le plus faible. C'est le dernier kilomètre. Et on s'aperçoit qu'avec une nouvelle génération de commerciaux, conseillers, appelons-les comme on veut, la capacité à sortir des mots de la bouche pour exprimer de façon vulgarisée, compréhensible, pédagogique quelque chose à un client, c'est extrêmement complexe. Autant d'exemples, je pourrais en citer encore d'autres, l'anticipation du risque, c'est quelque chose que nous testons, plein de sujets. Donc ça arrive chez nous. Et pour ne pas être long, moi je reçois ça avec un enthousiasme extraordinaire parce que ça va nous faire gagner du temps. Ce temps-là, ce temps précieux, ce temps utile, ce qu'on veut, c'est le consacrer à nos clients, je le disais tout à l'heure, et en pleine conscience qu'au-delà de tout ce que je raconte, la transformation de nos entreprises va s'inscrire dans un temps long, parce que je crois que les machines iront plus vite que les hommes en termes de capacité à les intégrer et à les digérer. Voilà ce que je voulais vous dire pour ne pas être trop long, et je vous remercie de votre attention. Hey.